Salut à tous, ici Nva et Tounave pour entrer au liste et aujourd'hui on va parler du dernier venu de Barbu Inc. qui nous amène cette fois-ci Sigil and Shadow, un jeu de rôle de fantasy urbaine et de l'horreur occulte. Donc là on va suivre le même schéma, la même gamme que L'âme vertueuse et sang cruel. L'inverse. L'âme cruelle et sang vertueux, donc ce jeu de Wuxia que j'avais parlé il y a quelques mois, un moment déjà. Et cette fois-ci on va aller dans, comme le titre l'indique, dans l'occulte et l'horreur. Donc là, c'est un domaine qui est beaucoup plus traité, en tout cas dans le jeu de rôle, avec les Call of Cthulhu, avec les World of Darkness et pas mal d'autres. Et donc, on va pouvoir se demander quelle est la place d'un petit livre comme Sigil and Shadow dans cet écosystème. On va le voir, puisque c'est un bouquin qui est, comme le précédent, c'est un bouquin qui se contient à lui-même, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de suppléments qui sont prévus. Ça fait 200 petites pages, et on a tout ce qu'il faut pour jouer. C'est créé aussi par Osprey Games, donc les mêmes qui ont fait L'âme vertueuse et sang cruel. C'est encore l'inverse. L'âme cruelle, sang vertueux. Et ben avec ça, voyons ce que ça donne. Mais comme d'habitude, et avant de commencer, tout d'abord, un gros merci à tous ceux qui nous suivaient. Et n'hésitez pas à, si jamais cette vidéo vous plaît et vous intéresse, à cliquer sur la cloche, vous abonner, faire tous les trucs de YouTube et aussi nous rejoindre sur Discord. On discute là-bas de plein de trucs. Mais bref, passons cela et parlons du jeu. On commence donc le feuilletage de Sigil and Shadow, le jeu de rôle de fantasy urbaine et d'horreur occulte. On va commencer tout simplement par une première page d'introduction où on va avoir la base du jeu, donc quel est l'univers, à quoi peut-on s'attendre, quels sont les thèmes, quelles sont les mécaniques. Pour la faire très bref, parce qu'on va rentrer dans le détail dans tout ça, dans ce jeu-là, on est un jeu qui n'a pas d'univers qui est spécifique, mais vraiment qui va être un univers à genre. Donc là, on va se rapprocher de tous les films, les médias et les jeux qui sont basés sur l'horreur moderne. Donc, le principe est bas, c'est qu'on a des fantômes, tout ce qui va être les fantômes, les démons, les monstres et tout ça existent pour de vrai et ont tendance à s'immiscer dans notre réalité. Et les personnages joueurs vont incarner des personnages qui ont vu à travers le voile et donc qui ont déjà rencontré l'occulte d'une manière ou d'une autre. Et on va avoir cette sorte de bataille entre l'occulte, entre l'irréel et le réel, que les joueurs vont pouvoir tout simplement naviguer à l'intérieur. Donc là, en termes de mécanique de jeu, on va utiliser le système Descent Light. Donc c'est un système qui existe déjà, qui est utilisé par d'autres systèmes, et c'est un système, comme le nom l'indique, avec un descent. Donc, très simplement, en vraiment très bref, le système de jeu, vous lancez un dé à 100 faces, et ça doit être en dessous ou égal à votre caractéristique pour pouvoir réussir. Donc, ne vous inquiétez pas, j'entrerai là-dedans un peu plus tard. Donc voilà, donc moi j'aime bien avoir ce genre de page qui permet très rapidement de savoir dès le début si ce jeu-là vibe avec toi, si tu penses que ce jeu-là pourrait t'intéresser ou non. Donc ce bouquin-là va être divisé en 3 parties. La pratique qui explique comment jouer au jeu, comment créer les personnages. La deuxième, l'ésotérica, est centrée sur la partie tout ce qui va être paranormal, la magie, le mysticisme. Et la dernière, derrière le voile, va être toutes les astuces et les guides pour le ou la meneuse. Commençons donc avec la première partie, la pratique. Et on va démarrer directement avec la création du personnage. Donc un personnage va se créer de façon assez rapide, surtout pour un jeu à descent. Donc surtout si on le compare à d'autres jeux comme par exemple des Call of Cthulhu ou des Warhammer Fantasy, qui ont une création de personnage assez longue et compliquée. Ici, on va être assez simple. Donc la première chose à faire, choisir un concept. Donc c'est vraiment définir quel genre de personnage vous allez être, quel est votre archétype. Ensuite, on détermine les scores de capacité. Donc il y en a que 4. Donc là, on n'a que force, dextérité, logique et volonté. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir définir les compétences. Donc des compétences plus spécifiques qui seront ajoutées au score de capacité. Quelques particularités, donc ça va être l'équivalent des talents, des features dans un D&D. Quelques détails, donc on a des descripteurs qui vont aussi être utilisés pour définir narrativement, mais aussi mécaniquement, spécifiquement dans le jeu. Puis finalement, l'équipement, donc on a 6 étapes pour pouvoir créer votre personnage. Ça peut être fait assez rapidement, donc là je suis en train de passer sur les différents aspects. Donc les aspects vont définir votre archétype, où chacun des aspects est ajouté avec une aspiration. Une aspiration, c'est comment vous allez pouvoir récupérer des os qui sont la méta-monnaie de ce jeu-là. Notre petit point aussi, c'est que vous voyez qu'on a des obscurcis, contrairement aux illuminés. Donc les illuminés et les obscurcis, ce sont les personnages joueurs. Mais la différence, c'est que les illuminés sont des humains qui interagissent avec ce qu'il y a au-delà du voile, alors que les obscurcis, eux, ils sont pas totalement humains. C'est une des parties que je trouve la plus intéressante dans ce bouquin-là, et on va y revenir plus tard, puisqu'ils ont un chapitre entier qui leur est dédié.
Les historiques et particularités d'un personnage vont être autre chose qui va pouvoir vous permettre de bien tout simplement définir, rendre un peu plus unique votre personnage. Donc chacune de ces historiques-là va vous donner une profession d'avant, donc ou une profession en cours, qui va vous donner accès à non seulement des compétences, mais aussi genre une idée globale de qui vous êtes, des avantages et aussi un rang de niveau de vie. Là j'y reviendrai un peu plus tard, mais dans ce jeu-là, vous ne comptez pas votre argent genre monnaie par monnaie, vous la comptez tout simplement, vous avez un niveau de vie et vous pouvez vous acheter tout ce qui serait raisonnable d'avoir à votre niveau de vie. Ensuite, on a quelques bizarreries qui vont rajouter des mécaniques de jeu. Certaines sont purement narratives, mais la plupart ont un petit côté mécanique. Par exemple, si on prend le côté septième enfant, ça vous donne accès au mysticisme. Donc c'est quelque chose qui vous permet de faire ce qui est appelé de la magie ici. Les capacités, elles sont au nombre de 4, et là encore je les compare avec des jeux qui sont un peu plus gourmands en capacité, comme encore une fois Call of Cthulhu ou Warhammer Fantasy. Ici on va avoir simplement la force, dextérité, logique et volonté. Les compétences quant à elles, elles sont assez réduites, il n'y en a vraiment pas beaucoup, il y en a une dizaine, et chacune de ces compétences-là va vous rajouter 10% de chance de votre survie. Donc pour rappel, de réussite, pardon. Et pour rappel, donc dans ce jeu-là, vous lancez un dé 100 et vous tentez d'être en dessous de votre caractéristique, plus compétences si applicable. Donc là, pour rappel, les caractéristiques démarrent à 40%, et chaque compétence en plus vous donne un plus 10%. Donc, je pense qu'on peut monter assez vite, surtout que, à la création de votre personnage, vous ne restez pas à 40% dans les caractéristiques, puisque vous pouvez vous les améliorer, donc on peut monter assez vite, et même atteindre les 100%, qui peut être parfois pratique pour déterminer quel est le degré de succès, et aussi si jamais vous êtes opposé. Là, chacune des compétences est décrite en détail, avec comment elle peut être utilisée, avec quelles caractéristiques elle peut être utilisée. Par exemple, l'investigation peut être utilisée avec la logique, vous avez l'art 5 qui est utilisé avec dextérité ou bien logique, et là, tout comme un jeu comme un World of Darkness, par exemple, je pense qu'il va être assez facile de pouvoir faire un mix entre chacune des compétences et caractéristiques, un peu en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà. Donc il n'y en a que quelques-unes, donc c'est assez facile à prendre en main. Et après, on part avec les avantages qui, eux, vont être des bonus plus permanents. Par exemple, athlète va vous donner un plus 5 en dextérité ou en force. Vous allez avoir un médecin de T1 qui vous permet d'utiliser la compétence de médecine, même si vous n'avez pas une trousse de soins ou une salle de soins, et quelques autres trucs comme ça. Finalement, les descripteurs vont être une petite phrase qui va établir un fait à propos de votre personnage. Par exemple, si vous êtes un pilote expérimenté, comme l'exemple qu'il dit ici, bien, si jamais vous avez un moment à piloter un avion, vous allez avoir un plus 10. Et sachant que ces descripteurs-là peuvent être à la fois négatifs ou positifs. Il y a une liste qui est donnée, et quand vous définissez votre personnage, vous devez définir au moins un positif et un négatif. Et si vous voulez devoir en rajouter plus, à chaque fois vous devez en avoir au moins l'un ou l'autre. Et ces descriptifs-là, donc là, même si on a la liste, devront être... vous pouvez choisir n'importe quoi qui pourrait... vous pouvez créer ce que vous voulez, et aussi ça pourrait être amélioré ou modifié au cours de la partie. Traits dérivés, eux, sont au nombre de 4, donc on va avoir vos points de vie qui sont basés sur votre force, l'initiative qui est basée sur la logique ou la dextérité, la résistance aux dégâts qui va vous permettre de résister les dégâts, et votre rang qui est l'équivalent du niveau. Je vais remonter quand même sur la côté du Pildos. Donc la Pildos, c'est la méta-monnaie, donc c'est une monnaie que vous pouvez utiliser, que vous pouvez gagner à chaque fois que vous remplissez les conditions de votre aspect qui est lié à votre archétype. Si je reviens en arrière par exemple, et que je prends l'archétype du protecteur par exemple, cet archétype-là, à chaque fois que le protecteur va agir dans une scène pour protéger les autres, eh bien, ils ou elles vont avoir un bonus, vont récupérer un os. Et l'os va pouvoir être utilisé par la suite pour soit relancer un dé ou déclencher des pouvoirs spéciaux ou quelques autres pouvoirs spécificités mécaniques. Surtout avec un descent, puisque le descent, à mon avis, il peut être frustrant, puisque ça reste linéaire, donc avoir une petite relance, c'est toujours quelque chose de très appréciable, surtout si c'est lié avec la narration de votre personnage. Et finalement, niveau de vie équipement, c'est là où vous allez pouvoir définir tout simplement qu'est-ce que vous pourrez acheter. Donc là encore, comme je disais, il n'y a pas de monnaie vraiment, vous avez votre niveau de vie et vous pouvez vous procurer tout ce que votre niveau de vie pourrait logiquement vous donner.
Quant à l'équipement, on va voir quelques packs qui vont vous donner quelques idées de ce que vous pourrez avoir. Après, dans ceux-là, l'équipement n'est pas vraiment le cœur du jeu. Il y a toute une liste d'armes par exemple, mais c'est pas non plus quelque chose que vous allez packer vraiment genre sur votre personnage avec. Il n'y a pas tant que ça d'idées de poids, il y a quand même quelques idées de dissimulation, donc il y a certaines armes que vous pourrez ou non dissimuler, donc ça peut être pratique si jamais vous vous déplacez en plein centre-ville avec un fusil à pompe à Paris par exemple, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, donc je passe assez rapidement sur tout ce qui va être les armures et les véhicules, et pour finir sur l'évolution des personnages, donc bien sûr votre personnage pourra monter en niveau, et donc là je mets des guillemets autour de niveau, et chaque montée en niveau pourra sélectionner une des augmentations qui sont données. L'augmentation, ça peut être augmenter une score de capacité, donc force, volonté, etc. Ça peut être aussi de gagner un niveau de compétence, donc ça fait un plus 10% pour une compétence en particulier, etc. etc. Donc voilà, donc ça permet d'orienter son personnage au fur et à mesure. Après, il n'y a que 5 rangs qui vont être divisés en plusieurs jalons, et c'est à chaque fois que vous atteignez un jalon que vous allez pouvoir choisir une augmentation. Et ça va être tout pour créer votre personnage. Donc 6 étapes, c'est assez court, donc j'imagine bien que ça devrait prendre genre une dizaine de minutes pour pouvoir créer votre personnage, si vous avez déjà une idée en tête. Et tout ça, ça se parcourt assez rapidement, donc ouais, on est sur quelque chose qui est light, un petit peu comme le système. En parlant système, Sigil & Shadow, comment ça se joue? On va être sur du descent light, donc un système de descent assez classique. On va donc lancer un descent et tenter d'être inférieur ou égal à une valeur de succès. La valeur de succès qui va correspondre généralement à une caractéristique, plus une compétence si applicable, plus ou moins des modificateurs. Prenons par exemple que je vais essayer de voler quelque chose, donc dans ce cas, la compétence larcin paraît pas mal indiquée, donc on va utiliser la dextérité, plus 10% pour chaque niveau de larcin que j'ai, et tenter de battre ce total-là, peut-être moins que ce total-là, avec un descent. Avec ça, on a tous les autres mécaniques assez classiques, donc les résultats doubles vont être les cruciaux, donc les coups critiques, donc si jamais vous réussissez en ayant un double, dans ce cas c'est une réussite critique, et sinon c'est un échec critique. On a également l'avantage et des désavantages, qui fait que en cas de... si jamais vous avez une situation qui vous avantage, vous pouvez inverser le dé d'unité et le dé de dizaine. Donc, mettons par exemple que vous devez faire 50, que vous avez une compétence plus une caractéristique qui équivaut à 50. Si jamais vous faites 61 et que vous avez un avantage, vous pouvez inverser le 6 et le 1 pour faire 16 et donc passer d'un échec à une réussite. Et bien sûr, l'inverse est aussi vrai. Autre chose aussi, le degré de succès. Donc le degré de succès, quand il y a des actions qui demandent un degré de succès, donc quelque chose plus que binaire, vous allez essayer de faire le dé le plus haut possible, tout en restant en dessous de votre caractéristique. Un peu comme au blackjack. Si vous avez par exemple une compétence de 60, le plus haut degré de succès, vous allez essayer de faire du 50, 55, etc. etc. Et finalement, il faut compter que les valeurs de succès peuvent être supérieures à 95%, parce qu'il y a une mécanique d'action multiple, dont je reviendrai juste à côté pour les combats. Et avant d'aller un peu plus loin, peut-être quelques mots sur les tests de résistance. Là, ce sont des moments où vous allez tester directement votre caractéristique sans compétence. Donc généralement, c'est les moments où vous allez devoir résister à quelque chose, résister à un impact, exposition aux intempéries comme ils disent, au poison, éviter une action, et tous les autres moments où vous devez résister à un impact extérieur. Et les modificateurs, comme je disais, les modificateurs en bonus, ils vont jusqu'à plus 10, mais par contre en malus, ils peuvent aller jusqu'à moins 60, qui peuvent rendre des actions très très compliquées à réussir. Passons ensuite au combat, puisque même si dans ce jeu-là, vous n'êtes pas obligé d'aller massacrer absolument tout ce que vous croisez, le combat, c'est quand même une partie de ce jeu-là qui a été prévu. Donc là, on va avoir de l'initiative, un jeu d'initiative quand même, pour savoir qui va commencer. Et sinon, et c'est là que ça peut être assez intéressant, c'est que vous pouvez faire des actions multiples. Et sachant que pendant votre round, vous pouvez faire plusieurs actions pendant un même round, mais chaque action va rajouter un malus cumulatif de moins 20. C'est-à-dire que la deuxième action va avoir moins 20, la troisième moins 40, etc. etc. Donc, ce qui fait que si jamais vous avez une très haute valeur de compétence, vous pouvez faire plusieurs actions à la fois. Donc vous avez, mettons, un très haut niveau de combat,
mettons que vous avez 90 de combat, vous pouvez dire, tiens, je vais tenter de faire plusieurs actions, sachant que, j'ai quand même moins 20 de malus à chacune des actions, mais avec 90, ça reste quand même jouable. Pour les dégâts, rien de très particulier ici, vous avez des points de vie, si jamais ça descend à 0, vous êtes KO. Vous avez quand même un mécanique de blessure, donc si jamais vous faites un coup critique, plutôt que de doubler les dégâts que vous infligez, vous pouvez demander de faire une blessure. Donc la blessure, ça va donner un désavantage ponctuel, en tout cas pendant toute la durée du combat, à votre adversaire. Donc par exemple, bras cassé, œil crevé, jambes cassées, etc. C'est un petit peu vénère, et ça peut récompenser justement ces coups critiques. En plus des blessures, il y a aussi des effets spéciaux qui vont vous permettre d'ajouter des états à vos adversaires, donc étourdis, démoralisés, épuisés, par votre adversaire et à vous aussi, qui peut rajouter encore une petite côté, un autre niveau de gestion, un autre niveau de diversification des actions et des combats. Et parce qu'il n'y a pas que les combats dans la vie, il y a aussi les courses-poursuites, vous avez aussi des tâches qui vont être contestées, donc les tâches contestées. Encore une fois, c'est toujours quelque chose qui va se baser sur la mécanique de base, donc du descent. Mais c'est assez cool que ça soit prévu dans le bouquin. Et globalement, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans ce livre. Donc là, je vais faire une petite parenthèse, en continuant à bouger les pages. C'est que il y a quand même pas mal de mécaniques qui ont été prévues dans ce bouquin-là. C'est-à-dire qu'on a quand même des combats avec pas mal de notions de portée des armes, avoir des objets qui sont cassables, des effets spéciaux, des états, des véhicules, des poursuites, tout ça. Donc il y a vraiment pas mal de mécaniques qui ont été condensées là-dedans et qui tournent tous autour du même système de descente. Mais pour un jeu qui est qui est basé sur l'horreur et tout ça, je trouvais ça assez étonnant et peut-être bienvenu d'avoir ce genre de mécanique-là. Mais comme on est là pour parler d'horreur, on va passer à la seconde partie, qui est la partie ésotérica. Ésotérica, ou tout ce qui va être de la métaphysique, mysticisme et magie dans Sigil and Shadow. Et on va commencer par la première étape, qui est tout simplement un petit peu de lore, un petit peu d'univers, de world building sur le métaphysique dans cet univers-là. Donc on va parler de tout ce qui va être l'écho, donc tout ce qui va être les fantômes, on va parler aussi de Nether avec tout ce qui va être plutôt démonique, ainsi que tout simplement l'univers que ce livre apporte, même si, encore une fois, ça reste très archétypal, donc c'est pas super spécifique comme bouquin, mais c'est quand même assez intéressant à lire. Le mysticisme, ça va être une sorte de talent magique en quelque sorte, même si c'est pas de la magie. La magie, il y a un autre chapitre juste pour ça, qui va vous permettre d'avoir des sortes de pouvoirs un peu spéciaux. Donc c'est assez cool, ça rajoute un petit côté mystique à votre jeu, à votre personnage, qui peut être assez sympa aussi à roleplay. Donc il y en a quelques-uns qui sont montrés, il y a quelques exemples de différents pouvoirs qui peuvent être montrés, mais j'imagine que ça peut être très facile à simplement personnaliser et faire vos propres pouvoirs. Et on va ensuite passer aux obscurcis. Donc les obscurcis, en opposition aux illuminés, qui sont les personnages humains, les obscurcis, ce sont des humains qui ont été changés de façon permanente et qui ont quelque chose de spécial. Et là, je trouve que c'est l'une des parties les plus intéressantes de ce bouquin-là, ce qui peut vous permettre de changer, de devenir quelque chose d'autre. Donc ici, ils ne vont pas citer genre vampire, loup-garou, etc. Ils vont rester dans des catégories assez vagues, donc affligés, consacrés, hôtes ou affamés, mais tout ça, tout simplement, c'est assez facile d'attacher à chacune de ces catégories-là une idée, un archétype de monstre d'horreur. Donc on peut avoir des Jekyll and Hyde, on peut avoir des loups-garous, des vampires, tout ça, vont entrer dans l'une de ces catégories. Et quand vous créez votre personnage, votre obscurci, vous allez pouvoir choisir des manifestations qui vont être les pouvoirs, en quelque sorte, de votre personnage, accompagné bien sûr d'un fardeau qui va être quelque chose qui va vous handicaper. Le livre va rester assez vague encore une fois, pour vous donner le plus possible de marge de manœuvre. Il va vous donner quelques idées de quelles sont les capacités spéciales, quelles vont être ces manifestations-là, et ensuite à vous de les mêler ensemble pour en faire votre personnage. Donc par exemple, un vampire pourrait avoir quelque chose comme contraindre, si jamais vous avez si vous voulez faire un vampire qui puisse manipuler les gens. Vous avez forme éthérée si jamais vous voulez devenir une sorte de fantôme. Vous avez mimétisme si vous voulez être une sorte de doppelganger. Donc il y a vraiment pas mal de petites idées comme ça qui peuvent vous permettre de créer, sans avoir déjà défini une classe de vampire, une classe de loup-garou, etc. Donc c'est assez cool de rester plutôt vague dans ce style-là. Et de la même manière, vous avez les fardeaux qui, elles, vont vous rajouter des handicaps
comme Fléau, Hanté, etc., qui vont vous permettre de jouer votre personnage et de lui rajouter un petit peu de couleur narrative. Et ainsi tout ça va vous permettre de créer votre Obscurci. Et donc là, encore une fois, il y a tout un univers de médias d'horreur qui est appuyé pour pouvoir créer le personnage que vous voulez créer. Qui dit ésotérique dit magie moderne, puisque dans Sigil and Shadow, on a aussi un système de magie. On va commencer par quelques pages de lore qui va expliquer comment la magie va se placer dans l'univers de Sigil and Shadow, et ensuite on va passer à comment on va lancer des sorts, puisque Sigil and Shadow va utiliser un système freeform, donc un système plutôt libre et spontané de magie, puisque les joueurs et joueuses vont être amenés à créer leurs propres sorts. Donc pour aider à tout ça, on a ce qui s'appelle la pyramide inversée, que un sort va être découpé en 4 catégories, ou plutôt en 4 étapes. Une étape effet, méthode, forme et enfin un catalyseur. Donc l'effet, ça va être l'effet, ce que va faire le sort, donc il va être découpé en 4 différents effets. On va voir former, réparer, attirer, repousser, révéler, dissimuler et enfin améliorer, empêcher. Donc ces 4 couples-là vont être lus de façon assez abstraite, c'est-à-dire que attirer, par exemple, c'est attirer à la fois des objets, donc physiquement faire venir quelque chose en mode Jedi, mais aussi ça peut être attirer quelqu'un émotionnellement. Donc là, on va avoir la manipulation, le charme. On va voir ensuite la méthode, donc tout simplement, c'est comment est-ce que le sort va être utilisé. Donc soit projeté, donc là on est dans la bonne vieille boule de feu. Chargé, on peut imaginer avoir créé une sorte de bombe magique, donc charger un effet électrique, donc on va prendre par exemple repousser. Imaginons qu'on prend repousser, on le met en chargé, ce qui fait qu'une fois que le sort est lancé, ça va repousser tous les gens qui sont autour. Par exemple, et finalement lié, qui va être de lier un effet à une personne, de la matière, une aura, etc. Donc imaginons qu'on vise un adversaire, on va utiliser l'effet empêcher, on va le lier à lui, et on va pouvoir dire que, il va y avoir des lianes magiques qui vont apparaître et vont venir bloquer la personne. Et enfin, la forme de la magie. Donc là, c'est comment la magie va être invoquée ou canalisée. L'invocation, ça va être plutôt l'invocation avec un grimoire ou avec une sorte de sigil ou un cercle magique. Ça va généralement prendre plus de temps, mais ça va être un peu plus safe. Parce que la canalisation, elle, ça va être de lancer la magie le plus rapidement possible, donc ça va avoir un peu plus de risque. Et le catalyseur va être comment est-ce que... quoi va ressembler le catalyseur, ça va être la baguette magique, est-ce que c'est un grimoire, est-ce que c'est un tatouage, etc. etc. Donc voilà, donc ça va donner, avec tout ça, on a pas mal de façons de lancer des sorts, donc c'est une méthode qui est à la fois pas mal libre, mais ça peut probablement pas mal intimider, surtout si t'es plus habitué à avoir des sorts de avoir juste une liste de sorts. Donc les sorts sont classés en 3 catégories, avec basse magie, qui va être les sorts les plus banals, avec des sorts qui sont les plus discrets, et la haute magie qui, elle, va être, on va faire tomber une pluie de boules de feu, on va faire créer un orage de façon totalement spontanée. Donc ces sorts-là sont les plus compliqués, donc on vous le rappelle, là on est sur un descend, donc on a moins 40 sur le lancer de dés à la base, donc ça peut être assez compliqué. Et c'est pas fini, puisque selon la situation, on va avoir des bonus ou des malus. Donc mettons par exemple que le personnage, le lanceur de sorts, soit aidé par quelqu'un d'autre, et il va y avoir un bonus. Alors que, au contraire, si jamais il est en pleine situation de baston, c'est plus compliqué de lancer le sort. Et bref, avec tout ça, on va avoir notre lance-sort qu'on va pouvoir lancer avec notre modificateur. Ensuite, on va lancer un jet de volonté pour pouvoir manifester le sort ou non. Alors, pour nous aider dans tout ça, on a ce qu'on appelle des arcanes. Donc, les arcanes sont classés en plusieurs catégories, 4 fondamentaux, avec aéro, aqua, géo, qui ont chacun des éléments, des focus qui permettent de décrire un peu plus en détail quel genre de magie peut exister. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose de très strict, ça peut être plutôt utilisé en tant qu'inspiration. Il est même conseillé ou même encouragé de créer ses propres arcanes. Donc, ça peut être assez sympa à faire, même si, encore une fois, ça demandera pas mal d'investissement des joueurs et de la meneuse. Et si on va aller plus loin, on a d'autres types de sorts. On a des invocations d'entités, donc là on va faire appeler des démons, des bestioles. On a aussi l'utilisation de sigils, donc les sigils ça va être des sceaux magiques qui vont être placés quelque part pour avoir des effets sur des bâtiments entiers par exemple, ou alors utiliser des reliques, des artefacts et autres bibelots comme ils disent. Donc voilà, donc la magie peut être à mon avis assez compliquée à mettre en place, ou en tout cas à démarrer, puisque ça va demander pas mal d'investissement, puisqu'il faut essayer il faut créer ses propres sorts,
probablement fournir à sa meneuse les différents sorts que tu veux utiliser. Donc ce côté freeform, donc ce côté libre, peut être à la fois super intéressant, mais compliqué. Mais bon, il y a quand même des exemples de sorts qui sont notés ici, pour chacune de ces des arcanes, qui ont été utilisés en utilisant tout simplement la méthode de création proposée par Sigil Shadow. On va avoir des sorts pour chacune des catégories, si jamais tu veux commencer par ça. Donc voilà, donc ça, pas mal de potentiel, pour le moins que tu puisses te mettre dedans. Que serait un livre de jeu de rôle sans avoir une partie dédiée au meneur ou à la meneuse? Ici, c'est appelé Derrière le voile, on va pouvoir parler de comment créer des antagonistes et entités, et aussi planter le décor. Donc, on va voir quelques pages qui vont expliquer, donner quelques exemples même de comment créer des PNJ mineurs, ou bien même des PNJ, que ce soit des majeurs, ou des cryptides, ou paranormaux. On va voir des informations de quels stats leur donner, avec leur rang, capacité, compétences, etc. Ainsi que quelques pages d'exemples avec des créatures, des animaux standards, genre alligator, gorille, etc. Ou bien des créatures un peu plus étranges, comme des poltergeists, des êtres de l'ombre, vampires, loups-garous, et tout le reste. On va aller même un peu plus loin avec des rencontres étranges qui vont être là, des créatures qui vont être suffisamment uniques, suffisamment spéciales pour pouvoir être le focus probablement d'un scénario ou deux. Donc, on a quelques exemples que je ne vais pas vous dire ici, histoire de ne pas vous spoiler la surprise. C'est assez intéressant d'avoir ce truc-là. Bon, ça peut être une bonne idée, surtout pour démarrer en tant que meneur ou meneuse. Ça peut être une bonne idée de prendre l'un de ces rencontres étranges et d'en faire la base d'un scénario. Et si on va aller plus loin que ça, on va avoir les visages. Donc les visages, je n'ai pas encore invoqué ça, puisque je n'ai pas trop parlé du lore tant que ça, mais les visages, ce sont des entités qui sont presque divines, qui habitent le voile, donc le côté surnaturel du monde. Donc ces créatures-là peuvent avoir une puissance, une très grande puissance, ça peut servir à la fois de patron ou bien d'ennemi. Ça peut être intéressant puisque la façon dont sont créés peuvent être utilisés via un tarot, et moi j'adore les genres de tarot. Donc là, le tarot va pouvoir être utilisé pour définir la personnalité de ce visage-là, de cette entité. Moi je trouve ça toujours assez cool. Mais les entités, ce n'est pas tout, puisqu'il faut savoir planter le décor. Et donc là, on va avoir tout simplement des informations assez basiques. Là, on va pas avoir trop de surprises ici, de comment est-ce que vous pouvez mener une histoire. Donc, petites informations de sécurité, donc avec les informations de ligne et voile, puisque attente et limite, feu tricolore et tout ça, ce sont tous des outils de sécurité qui peut être... on est là encore dans un jeu d'horreur, donc ça peut être important d'avoir des bonnes méthodes de sécurité. Et après ça, on va avoir des trucs plus basiques, où on va dire comment faire pour... quels sont les thèmes les plus classiques dans ce genre de jeu d'horreur, quels vont être les styles, quelles sont les différentes catégories thématiques pour pouvoir utiliser. Donc ça peut être tout un tas d'informations assez intéressantes en tant que meneuse, pour mettre en place. Donc on va voir quelques descripteurs de lieux, comment créer une rivalité entre différentes factions, des tables aléatoires, histoire de si jamais vous avez besoin d'idées, et des conseils de comment faire pour préparer une aventure ou un scénario avec les différentes méthodes. Et voilà. Donc, finissons avec quelques astuces pour faciliter le jeu, donc hors un petit peu des scénarios. Là encore, rien n'est exceptionnellement, rien n'est très nouveau, mais c'est toujours cool d'avoir ça en rappel. Alors, Sigil Shadow, qu'est-ce qu'on en a pensé? Avant de faire une petite conclusion, j'aimerais vous faire un petit aveu. C'est que tout en lisant le livre, en tout cas au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'un jeu comme ça veut bien pouvoir faire pour pouvoir se comparer à des World of Darkness ou des Call of Cthulhu? On utilise un dessin, donc pareil que Call of Cthulhu, c'est le même thème que World of Darkness, donc qu'est-ce que Sigil Shadow peut apporter? Et au fur et à mesure de lecture, j'ai commencé à voir que c'est une alternative qui est tout à fait viable. Surtout si jamais on veut se lancer sur quelque chose de plus simple, sans avoir les tonnes d'historique que va apporter d'autres gros du genre. Et donc, il va apporter une certaine simplicité, une certaine plus ouverture dans le genre, qui peut être assez bienvenue. Ça peut donner une sorte d'entre-deux. Donc si jamais tu veux pas te
consacré entièrement à un Call of Cthulhu ou à l'énorme lore qui existe déjà dans tous les World of Darkness, eh ben c'est bon début. Donc là, on va se baser comme sur l'âme cruelle et sans vertu, on va se baser sur quelque chose, sur des archétypes, plutôt qu'avoir un univers qui soit déjà établi, qui va faciliter tout simplement, rentrer dans cet univers-là. Et donc, moi, je pense que c'est un jeu qui a du potentiel. Peut-être pas encore, si je peux pointer quelques négatifs. Encore une fois, il paraît que pour l'âme cruelle et sans vertu, j'avais pointé déjà que pour faire des campagnes dans cet univers-là, ça peut être un peu compliqué. Là, j'aurais plus ou moins la même idée. Par contre, ce qui peut être super intéressant, c'est que j'avais parlé des obscurcis, donc de créer ses propres créatures, ces créatures mi-humaines, mi-monstrueuses. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir plusieurs one-shots où avec on incarnerait différents types de créatures, donc des loups-garous, des vampires ou tous les autres genres de créatures. Donc on a pas mal de potentiel. Ça demanderait quelques investissements, surtout au niveau de la magie, comme j'en avais parlé un peu avant. Mais globalement, je pense que là, on a une expérience qui peut être parfaite pour, imaginons partir en vacances, ne pas vouloir emmener ces 3000 tomes de Vampire à la Mascarade. Et bien là, on peut amener ce petit bouquin-là, T2D100, et c'est parti. On peut créer des personnages très rapidement, et on peut jouer très rapidement. Le jeu est, au final, très simple, avec juste une mécanique de dessin. Et donc, ça fait vraiment une force. Donc, je pense que c'est un bon petit complément à tout au genre horrifique, puisque il va s'adresser plutôt à des entrées de gamme ou des gens qui veulent avoir une expérience peut-être plus focus sur un seul scénario. Donc voilà, donc je suis assez content. Je suis étonnamment content d'ailleurs, puisque je ne m'attendais pas, comme je disais au début, d'être aussi emballé. Donc voilà, donc à voir où est-ce que ça mène tout ça, mais en tout cas, je suis pour le moment très content de cette nouvelle gamme que Barbu Inc. nous apporte avec ces différentes expériences, et je suis curieux de voir quelle va être la prochaine. Et voilà, donc, je vais pas en dire plus. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et si jamais ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, faire tous les trucs de YouTube, et dites-moi dans les commentaires si jamais vous serez... est-ce que Sigil & Shadow, ça vous botterait, ou est-ce que vous préférez d'autres types de jeux comme les, encore une fois, World of Darkness, Vampire, Werewolf, Call of Cthulhu, et tout ça. Mais voilà, c'était Nva et Tunave, et avec ça, je vous souhaite une excellente soirée, et surtout un bon jeu à tous. Salut!